Une réunion sur la sécurité dans l'espace UEMOA s'est tenue ici à Abidjan. Elle a été présidée par le président de la République Alassane Ouattara. Les priorités pour la sécurisation de l'espace ont été dégagées lors de cette rencontre. Nous en parlons dans cette édition. Un atelier bilan portant sur le projet d'action post-conflit PAPC s'est tenu à la primature. L'objectif de ce projet est de donner un coup d'accélérateur au développement dans les zones qui ont été affectées par les conflits en Côte d'Ivoire. Et puis, deux véhicules des forces armées maliennes ont sauté hier vendredi sur un engin explosif occasionnant la mort de 5 militaires maliens et en blessant 4 autres entre les localités Chida-Songo et Dendelimane dans le nord du Mali. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Une réunion sur la sécurité dans l'espace UEMOA s'est tenue ici à Abidjan. Elle a été présidée par le président de la République Alassane Ouattara, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Il avait à ses côtés le président du Sénégal, Macky Sall, président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier sécurité et paix. Objectif de cette réunion, la lutte contre le terrorisme. Jérôme Kofi Aboulin. Pour un espace UEMOA plus sécurisé et en paix, une préoccupation au centre de la réunion ministérielle des pays membres de l'Union ce vendredi à Abidjan. Réunion présidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le chef de l'État ivoirien, avec à ses côtés son homologue sénégalais Macky Sall, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier sécurité et paix dans l'espace UEMOA. 3 allocutions pour marquer les travaux. D'abord, celle du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire. Selon Ahmed Bakayoko, des bases de données numériques fiables font partie des éléments qui peuvent permettre de déjouer facilement des actions terroristes. La menace terroriste est donc devenue une réalité dans notre région. Avec des fausses pièces d'identité, les terroristes ont traversé nos frontières et se sont fondus dans la population pour agir. Si nous disposions de bases de données numérisées et partagées, nous serions plus à même de prévenir les attaques terroristes et d'assurer la protection de nos peuples et d'assurer la stabilité de notre région. Pour le président sénégalais Macky Sall, l'anticipation et l'échange d'informations constituent également des moyens efficaces. Notre combat n'est pas seulement d'ordre militaire et sécuritaire. Il réside aussi et surtout dans l'anticipation, dans la prévention et l'échange d'informations. Nous devons analyser les menaces réelles qui pèsent sur notre Union et envisager de nouvelles formes de lutte qui privilégient une action collective de nos forces de défense et de sécurité, dont les missions doivent s'adapter à la nature et à la complexité des risques qui sont devenus plus que jamais transfrontaliers. Quant au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, il indique que la réponse aux actes terroristes passe par des priorités comme par exemple la création d'un centre régional antiterroriste. Un certain nombre d'actions me semblent prioritaires. Tout d'abord, renforcer la capacité de contrôle et d'identification. Envisager la multiplication de patrouilles conjointes dans les zones frontalières et y engager des actions régulières de police pour éviter la sanctuarisation par les différents groupes. Installer un contrôle plus rigoureux des flux inter-États de passagers par voie terrestre entre nos pays, sans bien évidemment remettre en cause la libre circulation des personnes et des biens. Envisager le financement communautaire d'appareils et d'outils pour l'établissement de documents de voyage sécurisés par chacun des États de notre Union. Et initier la création d'un centre régional
de coordination antiterroriste, harmoniser les procédures judiciaires dans la lutte antiterroriste en nous appuyant sur des normes communes dans tous nos pays de pôles judiciaires spécialisés sur tout le spectre de la lutte antiterroriste, que ce soit les enquêtes, les instructions, les poursuites, les jugements et la détention. Envisager à court terme l'élaboration d'un mandat d'arrêt communautaire pour les auteurs d'actes terroristes et bien évidemment accélérer la transposition des différents instruments internationaux dans nos législations nationales. Cette réunion d'Abidjan, en vue des stratégies pour la promotion et la consolidation de la sécurité et la paix dans l'espace UEMOA, intervient à quelques jours d'une autre rencontre tout aussi importante. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, prévue le 5 juin prochain à Dakar, la capitale sénégalaise. Ce sommet a pris fin hier après-midi. La rencontre a permis au ministre en charge de la sécurité de l'espace UEMOA de formuler des recommandations en prélude à la prochaine session extraordinaire des chefs d'État de l'UEMOA qui se tiendra du 5 juin prochain au 10. Adoption par la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui se tiendra à Dakar le 5 juin 2016, d'un projet de déclaration et d'un projet de plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. La déclaration traduit d'une part la vision partagée des États membres de l'Union face aux défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de l'espace communautaire, en particulier le terrorisme, le banditisme transfrontalier, le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, et formule d'autre part leur engagement solennel d'y faire face solidairement. Le plan d'action énonce 15 mesures pour renforcer la coopération des États membres de l'Union dans le domaine sécuritaire et 18 mesures pour promouvoir et consolider les actions de développement et d'approfondissement du processus d'intégration. La réunion a mis l'accent sur la nécessité d'une mise en œuvre rapide des mesures contenues dans le plan d'action et recommandé à cet effet l'opérationnalisation de la délégation générale à la paix et à la sécurité avec un statut et des moyens adéquats. Et ce communiqué, avant de poursuivre cette édition, le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, accompagné de son épouse et d'une forte délégation d'officiels ghanéens, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire du 1er au 2 juin 2016. Au cours de cette visite qui contribuera au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux chefs d'État examineront des sujets d'intérêt commun ainsi que ceux concernant la sous-région, l'Afrique et le monde. Cette visite officielle sera également marquée par la signature d'accords de coopération bilatérale et une visite du port autonome d'Abidjan par le président de la République du Ghana et sa délégation. Autre information, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Cablon-Duncan, a accordé une audience à Mohamed Ayat, expert indépendant des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il a été question des droits de l'homme. L'expert indépendant des Nations Unies s'est réjoui des avancées observées en matière justement de respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Wilfried Herman Djivé. Mohamed Ayat, l'expert indépendant des Nations Unies, venu s'enquérir auprès du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan des avancées observées en matière de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Occasion pour Mohamed Ayat de féliciter le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, le gouvernement ivoirien pour la philosophie adoptée dans la conduite de cette question. Une philosophie qui, selon Mohamed Ayat, tend à faire marcher à la fois le développement économique et humain. Plusieurs autres points importants ont été abordés au cours de cet échange. On a parlé de la réforme constitutionnelle en mettant l'accent sur
un point sur lequel on était d'accord, à savoir qu'elle devrait être inclusive, qu'elle devrait être une réforme à laquelle tout le monde s'intéresse et participe et donne son avis, vu l'importance qu'elle a pour ce pays. Le départ des forces des Nations Unies de Côte d'Ivoire, prévu pour 2017, figurait également au centre de leurs échanges. Mohamed Hayat, l'expert indépendant des Nations Unies, ne cache pas son optimisme quant à la bonne conduite de la transition qui suivra le départ des troupes onusiennes de Côte d'Ivoire. Wilfried Herman Djivé, que nous allons retrouver une fois de plus pour nous parler de l'atelier bilan portant sur le projet d'action post-conflit PAPC qui s'est tenu à la primature. L'objectif de ce projet est de donner un coup d'accélérateur au développement dans les zones qui ont été affectées par les conflits en Côte d'Ivoire. Le projet d'action post-conflit PAPC est un projet national. Sa mission est d'améliorer les opportunités de réinsertion économique et l'accès aux services sociaux des communautés et des individus affectés par un conflit. Ceci en vue de contribuer à l'accélération de la sortie de crise et au renforcement des perspectives d'une paix durable. Un projet soutenu par la Banque mondiale. Plusieurs années après sa mise en œuvre, il importe de faire le bilan des actions menées sur le terrain et de renforcer les acquis. Voici tout le sens de cet atelier bilan. La Banque mondiale se félicite des résultats obtenus par ce projet dans sa mise en œuvre. Le PAPC a obtenu de bons résultats en matière de développement économique local en testant un nombre important d'approches visant la réinsertion économique et la cohésion sociale sur lesquelles il serait pertinent de capitaliser. L'atelier a permis, nous l'espérons, aux participants de discuter des acquis et des leçons de plus de 8 ans d'intervention dans les domaines du développement local. L'approche participative choisie pour la mise en œuvre de ce projet a permis de prendre en considération les préoccupations des populations. 115 milliards donnés par la Banque mondiale et 1,4 milliard donnés par l'État de Côte d'Ivoire qui ont permis de voir les actions, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des préfectures, que ce soit au niveau de la formation des jeunes, les TIBO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Enfin, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, qui ont permis au pays de reprendre l'espoir. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier à nouveau la Banque mondiale pour cet appui important, qui ont permis de combattre la pauvreté en Côte d'Ivoire, mais aussi de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Et ce projet tire à sa fin. Nous souhaitons que ça puisse être repris au niveau des acquis sous les formes qui seront appropriées, de manière à ce qu'on garde l'esprit et que les choses aillent de l'avant. Un projet qui a contribué de manière efficace à la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs zones post-conflit. Wilfried Herman Djivé. Mise en place d'un système de surveillance des événements chimiques et rayonnement, c'est le thème de l'atelier qui a réuni pendant 2 jours à Grand Bassam des experts nationaux et internationaux en risque sanitaire. Cette initiative du CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution et de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, est une exigence de l'OMS pour doter la Côte d'Ivoire d'instruments de gestion des cas d'urgence en matière de risques chimiques. Vénance Emmanuamien. Septembre 2006, la Côte d'Ivoire vit le drame des déchets toxiques. 17 personnes trouvent la mort et plusieurs dizaines sont intoxiquées dans ce qu'on peut nommer la plus grave catastrophe environnementale de l'histoire du pays. Une situation qui aurait pu être jugulée rapidement si les mesures d'anticipation existaient. C'est pour pallier pareille situation que ces experts sont ici réunis à l'initiative du CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution. Pendant 2 jours, ils devront renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire à faire face aux urgences en cas de risques chimiques et autres rayonnements. Il s'agit de mettre en place des procédures bien élaborées, de sorte à ce que lorsqu'il y aura la survenue d'un événement chimique ou rayonnement, l'État de Côte d'Ivoire soit à même de réagir de façon efficace. Sapeurs-pompiers militaires, aviateurs, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Office national de la protection civile, bref, autant d'experts nationaux mobilisés. Pour les appuyer, il y a le CDC, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies. Ma présence ici, c'est pour témoigner de l'appui du CDC à un tel effort et aussi pour apprendre et essayer de voir qu'est-ce que le pays compte mettre en œuvre pour soutenir le système de surveillance et de contribuer
autant que je puisse à l'élaboration de ce système de surveillance. Le présent atelier co-initié par le CIAPOL et l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, fait suite à l'atelier d'avril 2016 sur le renforcement de la réglementation en matière d'événements chimiques. Ces conclusions seront soumises à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour validation dans le cadre de la réglementation sanitaire internationale. Un document de stratégie de service civique national est en cours d'élaboration pour faire face aux problèmes d'incivisme. Il s'agit pour le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique de définir les règles et les techniques pour amener la population au changement de comportement et surtout au respect du code de la vie. Kwasi Mamadou. Non-respect du code de la route, jet de papier mouchoir dans la rue, dépôt sauvage des ordures ménagères, non-respect également de la loi interdisant les fumées dans les lieux publics. Autant d'actes d'incivisme qui gangrènent la société ivoirienne. Cependant, les valeurs civiques doivent être de mise pour une Côte d'Ivoire qui aspire au développement. À Grand Bassam, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique fait l'état des lieux afin de proposer des solutions à travers l'élaboration d'un document de stratégie nationale. Donc nous profitons de cet atelier pour venir dépoussiérer tout cet environnement, mais surtout développer des stratégies qui nous amèneront à mettre en œuvre efficacement le dispositif service civique dans une Côte d'Ivoire qui a besoin de partager avec tous ses enfants les valeurs de civisme prônées par le président de la République pour l'atteinte de l'émergence et tout le devenir en Ivoirien nouveau. Au cours de l'élaboration de ce document de stratégie nationale du service civique, les collaborateurs du ministre Sidi Touré bénéficieront de l'assistance de plusieurs structures et des experts étrangers en vue de partager leurs expériences. On soutient aussi l'émergence d'un volontariat ivoirien et donc le service civique qui est en train de se mettre en place avec le programme national de volontariat est très important. Et le service civique, c'est aussi le mélange, la mixité sociale, culturelle, professionnelle des jeunes pour un engagement citoyen. Ces 2 jours de travaux vont permettre aux participants d'adopter un avant-projet de loi sur le service civique national pour le développement, un document cadre avec un mode opératoire et un plan national de financement relatif au service civique vont figurer dans ce document de stratégie nationale. Campagne pour la valorisation de la femme modèle en Côte d'Ivoire. Le lancement de cette campagne a eu lieu à Bouaké. L'initiative est du ministère de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant avec le soutien de CARE International. Charles Tatou, RTI Bouaké. Autonomisation sociale et économique de la femme. CARE International appuie la Côte d'Ivoire pour une campagne de promotion et de valorisation de la femme. Dans les 80 pays où CARE est présent, on travaille pour l'autonomisation de la femme. À travers cet appui, CARE International veut contribuer à la lutte contre la pauvreté, mais surtout à la réussite du vaste programme initié par le chef de l'État Alassane Ouattara pour la valorisation des compétences féminines. Programme appelé Compédium des compétences féminines, dont la 2e phase est en pleine expérimentation avec les actrices concernées, notamment les femmes de tout niveau qui exercent dans leur activité en vue d'en faire des modèles. Bouaké a servi de cadre au lancement de la campagne de sélection des femmes modèles. Dominique Ouattara adhère et apprécie l'initiative de CARE International de contribuer à la promotion et à l'épanouissement de la femme ivoirienne. La prochaine phase va s'intéresser également aux femmes qui sont modèles sur le plan social. On pourra voir par exemple des récompenses pour la meilleure sage-femme de la ville, de la région. L'opération vise plus de 24 000 femmes vivant dans les zones rurales et périurbaines des régions du Béké, du Poro, du Tongpi et du district autonome d'Abidjan. Le processus de sélection, la présentation de 5 femmes déjà sélectionnées comme modèles et un film portrait sur l'image et l'histoire de chacune de ces femmes sélectionnées ont marqué le lancement. Ouvrons le chapitre éducation de cette édition. 0 grossesse en milieu scolaire, c'est le thème de la journée de l'excellence organisée par l'association des institutrices de Tankessé, département de Bandoukou au nord-est de la Côte d'Ivoire. Elles ont été félicitées pour leur initiative visant à maintenir les jeunes filles à l'école. Thérèse Tapeyoboué. La région du Gontougo a enregistré
325 cas de grossesse en milieu scolaire en 2015, dont 12 cas à Tanquessé. Face à cette situation, l'Association des institutrices de l'enseignement primaire de Tanquessé a décidé de lutter contre ce fléau. Elle a organisé à cet effet une journée qui vise à promouvoir l'excellence à l'école et à contribuer à la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Nous avons remarqué que dans la région du Gontougo, les jeunes filles contractent des grossesses avant la maturité. Et en tant que mère éducatrice, il était important pour nous de relever cela et de décréter une journée pour les sensibiliser. Au cours de cette journée, 24 élèves, les meilleurs de l'IEP de Tanquessé, ont été distingués. Les institutrices ont également été distinguées pour le travail accompli. Les autorités intervenues au cours de cette cérémonie ont exhorté les jeunes filles à se consacrer pleinement à leurs études pour leur réussite dans la société. Quant au représentant de la ministre Kandia Camara, il a rendu hommage à l'Association des institutrices de Tanquessé pour ses actions visant à promouvoir l'excellence et à maintenir les jeunes filles à l'école. Un défilé, un sketch sur la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, des chants et danses ont meublé cette cérémonie. Le ministère de l'Éducation nationale a convié tous les acteurs de l'éducation nationale aux assises de la Commission nationale de la carte scolaire. Il s'est agi entre autres au cours de cette rencontre présidée par le ministre de l'Éducation nationale d'examiner et de valider les propositions de création, d'ouverture, d'extension, d'érection de collèges en lycée. Vénance Emmanuel. Comme il est de tradition chaque année, les acteurs de l'éducation nationale se sont encore retrouvés aux assises de la Commission nationale de la carte scolaire. Cette rencontre leur donne l'occasion d'examiner et de valider les propositions de création, d'ouverture, d'extension, d'érection de collèges en lycée, de changement de dénomination et de fermeture d'écoles primaires, d'établissements secondaires publics et privés. La carte scolaire permet de faire une programmation des ouvertures pour la rentrée scolaire suivante. Combien d'écoles vont ouvrir pour pouvoir affecter le nombre d'enseignants correspondant à cela et y affecter les enseignants, les tables bancs et puis les ouvrages, les manuels scolaires pour les enfants. Présidant cette cérémonie, la ministre de l'Éducation nationale a indiqué que des écoles primaires et collèges sont initiés, les travaux lancés avant que les promoteurs n'en informent les instances locales de la carte scolaire. Les établissements construits en dehors de la carte scolaire causent d'énormes préjudices à la gestion des infrastructures scolaires, à la programmation du nombre d'équipements à livrer tels que les tables bancs, la programmation du nombre d'enseignants nécessaires pour tenir les classes qui vont ouvrir, ainsi que la programmation du nombre de kits et manuels scolaires à distribuer aux élèves. Dans cette optique, j'exhorte à la fermeté les acteurs présents à ces assises pour faire observer scrupuleusement les critères de la carte scolaire. Pour la rentrée scolaire 2016-2017, 3932 salles de classe seront ouvertes aux préscolaires et aux primaires. Quant au secondaire, 14 établissements seront également ouverts. Toutes ces initiatives visent à soutenir le projet d'école obligatoire prôné par le gouvernement ivoirien. Tout à fait autre chose à présent. Les villages de Kéré et de Férédougou dans la région du Kabadougou au nord-ouest de la Côte d'Ivoire sont désormais électrifiés. Les populations de ces deux villages ont traduit au cours d'une cérémonie dénommée la Fête de la Lumière leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la région. Honorine Kakoubla à Nigori. Kéré et Férédougou, deux villages du canton Féman dans la région du Kabadougou, raccordés au réseau électrique. Aujourd'hui, la population de ces deux villages traduisent leur reconnaissance à travers une cérémonie dénommée la Fête de la Lumière au chef de l'État Alassane Ouattara. Et cela pour son programme de développement initié dans la région afin d'améliorer la qualité de vie des populations et surtout de créer des conditions d'activité génératrices de revenus. Depuis l'année passée qu'on a eu l'électricité, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de constructions qui sont en train de sortir des terres.
Et ça fait qu'aujourd'hui, on a une fierté. Donc cela nous permet vraiment d'amorcer le développement avec le gouvernement qui vraiment met tout en œuvre pour qu'on ait l'émergence en 2020. Célestine Okone Trazéré, représentant le parrain de la cérémonie, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, a invité fils, filles et cadres de la localité à rester unis afin de développer la région. Elle a également demandé de faire confiance au chef de l'État qui a promis de faire bénéficier la région de plusieurs autres infrastructures de base pour le bien-être des populations. La 8e édition du Salon international du livre d'Abidjan qui se tient au Palais de la Culture de Treichville était à son 2e jour hier vendredi. Il était question de l'amélioration de l'éducation en Afrique afin de permettre aux élèves de se familiariser et de lire davantage les livres. Isaïe Ochonan, Adama Koudé. Le niveau des élèves est en baisse en Afrique. Les raisons, des panélistes l'ont évoqué au cours de cette 2e journée du Salon international du livre d'Abidjan. Cela au cours d'une conférence débat sur le thème « Le livre, lieu de mémoire et porte d'avenir ». Il y a un recul par rapport à la lecture tout simplement. Donc c'est une défaillance du système éducatif que je dirais même dans la plupart de nos pays africains. Le livre est le gardien des souvenirs et permet de comprendre la vie. Les élèves ont donc été invités à lire davantage. On ne va pas laisser l'enfant isolé dans son coin, la mère est à la cuisine, le père est au bar, non. La pratique de la si elle est collective au niveau familial, on a plus de chances d'y aller rapidement. Le livre papier, j'entends, a un bel avenir. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a la numérisation, il y a l'Internet, mais il arrive aussi parfois dans certaines contrées un peu reculées, voire même dans des grandes capitales africaines, qu'on soit à court de courant ou de connexion Internet, et auquel cas, on est souvent bien content d'avoir un livre papier sous la main. On nous a donné les différentes astuces pour lire le livre. On nous a dit qu'on pouvait lire 5 pages avant de dormir. Pour rendre dynamique le système éducatif sur le continent, les panélistes recommandent la baisse du prix des ouvrages. Il sera nécessaire de rendre plus accessibles les ouvrages, les œuvres de l'esprit et du cœur, la démultiplication des bibliothèques, tout comme leur dotation en œuvres qui intéressent véritablement les enfants. Le Salon international du livre d'Abidjan, qui a ouvert ses portes le jeudi 26 mai 2016, prend fin ce samedi au Palais de la Culture. Au Mali, nous vous le disions dans nos titres, 2 véhicules des forces armées maliennes ont sauté hier vendredi sur un engin explosif occasionnant la mort de 5 militaires maliens et en blessant 4 autres entre les localités d'Assongo et d'Andelimane dans le nord du Mali. On en parle avec Wilfried Herman Djivé. Ils sont la cible de plusieurs attentats depuis le début de la crise malienne. Les victimes au rang des soldats de l'armée malienne se comptent chaque semaine. Dans le viseur des groupes djihadistes et terroristes, leur mouvement n'échappe pas aux multiples pièges tendus par leurs ennemis. Les 5 soldats maliens tués ce vendredi dans l'explosion d'une mine démontrent bien l'intensification de la tension qui existe entre soldats maliens et assaillants. Un attentat qui aura fait 4 blessés parmi les forces maliennes. Le véhicule de l'armée attaqué escortait un véhicule chargé de carburant avant de tomber dans une embuscade et de subir les tirs d'assaillants. Le mode opératoire, explosion de mine et embuscade est celui fréquemment utilisé contre les soldats de la MINUSMA, les soldats tchadiens de la mission des Nations Unies. En un mois, dans le nord du Mali, au moins 15 militaires ont été tués. Un attentat qui pour l'instant n'a pas été revendiqué. Dans le même temps, la famille d'un civil malien décédé après son arrestation par la force des Nations Unies dénonce des violences. L'ONU promet de faire la lumière sur cette affaire. Et nous allons terminer avec cette information. Le président américain Barack Obama était hier vendredi à Hiroshima au Japon pour rendre hommage près de 71 ans plus tard aux victimes de la bombe atomique larguée par les États-Unis d'Amérique sur la ville japonaise. Sylvie Touré. Il n'avait que 20 ans lorsque la pluie noire s'abattait sur Hiroshima. Âgé de 91 ans aujourd'hui, Sunao Subois tenait à exprimer sa gratitude à Barack Obama. C'est que depuis la tragédie nucléaire, c'est la première fois qu'un président américain en exercice honore la mémoire des victimes en se rendant sur le site.
Ce vendredi, Barack Obama a déposé une couronne de fleurs devant le cénotaphe mémorial de la paix de Hiroshima avant de s'incliner devant le monument. Il y a 71 ans, un matin clair et sans nuages, la mort est tombée du ciel et le monde a changé. Un éclair de lumière et un mur de feu ont détruit une ville. Cela a démontré que l'humanité a les moyens de se détruire elle-même. Un message à forte charge émotionnelle pour accompagner un geste historique, mais qui bien plus engage les deux pays pour l'avenir. Les nations et les alliances que nous formons doivent donc posséder les moyens de nous défendre. Mais parmi ces nations, et y compris la mienne, qui possède un arsenal nucléaire, nous devons échapper à la logique de la peur et aspirer à un monde qui serait dépourvu de celle-ci. Un président américain est entré en contact avec la réalité d'une bombe atomique et a renouvelé sa détermination vers un monde sans armes nucléaires. Ensemble avec vous, je voudrais exprimer mon sincère respect envers la décision du président Obama et son courage en marquant un nouveau chapitre dans l'histoire de la réconciliation, de la confiance et de l'amitié entre le Japon et les États-Unis. Une réconciliation entre les États-Unis et le Japon, mais surtout entre les États-Unis et leur passé. Ce 27 mai 2016 restera gravé dans le marbre de l'histoire, tout comme les 6 et 9 août 1945, date du déluge nucléaire sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, qui avait occasionné la mort d'environ 400 000 personnes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1.